c'est encore aujourd'hui c'est un métier qui a été valorisé, mais à l'époque c'était très ingrat, même si on était dans une clientèle luxueuse. Et très honnêtement, j'ai eu des remarques et des clients à ce restaurant qui m'ont dit non, je veux pas les avoir comme clients demain. S'ils sont déjà comme ça au resto, j'ose même pas imaginer le jour de leur mariage. Donc non merci. Puis le déclic, ça a été en toute transparence le maître d'hôtel qui me dit on dirait moi quand j'étais jeune, et j'avais 15 ans, il y en avait 45, et ce monsieur qui était très gentil n'avait pas de vie sociale, c'était métro boulot dodo par là, il travaillait dedans. Et le lendemain matin, j'ai fait un malaise parce que j'étais sous-alimentée, parce que je faisais moi-même métro boulot dodo, et j'ai dit non, je veux pas de cette vie-là, je veux pas de la vie de ce monsieur, non merci. Bienvenue dans Horizon Podcast. C'est le rendez-vous qui met en lumière les entrepreneurs et entrepreneuses de la métropole lilloise. Je suis Anthony Forchet, fondateur d'Horizon Capture. C'est un collectif créatif 360 degrés qui accompagne les professionnels avec de la vidéo, de la photo et de la communication digitale. Ici, on parle de parcours, d'histoire, de réussite, d'échecs et de défis. Bref, tout ce qui fait la vraie vie des entrepreneurs. Installe-toi bien, prends-toi un café ou un thé et c'est parti. Bonjour Angelo, merci de ta présence sur la chaîne. Tu peux déjà te présenter en quelques mots, dire qui tu es, d'où tu viens. Oui, bien sûr. Bonjour Anthony. Moi, je suis Angelo. Je suis consultant en recrutement et responsable du cabinet Fascine IT. D'abord, je me suis formée dans quelque chose qui n'a rien à voir, mais qui me passionne toujours aujourd'hui. Ça va être chiant, puisque j'ai un double master en recherche, en philosophie, en histoire de l'art. Donc voilà, ne vivant pas d'amour et d'eau fraîche, à la M1, au master 1, je me suis dit, il faut quand même penser à son avenir. Je savais que je voulais pas continuer la recherche, que je l'ai fait pour le plaisir et voilà. Et je me prédestinais plutôt à la culture et l'enseignement, raison pour laquelle j'ai été d'abord chargée de projets culturels pour une association qui s'appelle La Sauvegarde du Nord, qui est d'intérêt public, d'intérêt général. Et moi, j'étais sur le pôle protection de l'enfance, puisque j'étais amenée à créer un pôle culturel pour, de manière spécifique, ITEP de dessin et de manière plus générale, transversale à l'ensemble des ITEP. Donc les ITEP, c'est un institut thérapeutique, éducatif et pédagogique qui sont gérés dans le nord de notre région par l'association La Sauvegarde du Nord, et ils ont d'autres pôles d'expertise. Et donc j'ai fait le job pendant un an, un CDD. D'accord. Et du coup, juste, je préfère revenir un peu au-delà pour pas aller trop vite. Donc toi, tu n'as pas fait les études, enfin, tu as fait des études d'histoire de l'art, donc avec un double master. Est-ce que tu peux parler un peu de ça? Comment est-ce que tu as voulu te lancer dans l'histoire de l'art? Déjà, c'était pas mon premier choix. D'abord, j'ai fait un bac technologie. D'accord. Au Touquet. C'est une des meilleures écoles hôtelières en Europe après la SET, donc du coup je voulais le must du must. J'ai amené à faire un stage. Je remercie d'ailleurs le maître de stage qui était génial. Enfin, il m'a testé naturellement, mais il m'a laissé en fonction de mes compétences vraiment pendant 2 mois au Touquet, période estivale, comme un grand. J'avais 16 ans à l'époque. Et en fait, je me suis rendu compte que ce métier est hyper ingrat. Moi, je voulais principalement m'orienter vers le luxe. La clientèle du luxe, c'est particulier quand même. T'étais en hôtellerie, mais du coup, c'était quoi? C'était du côté de service? Là, c'était un bac technologique, donc on faisait les 3. D'accord. Service, restauration et hôtellerie. Et moi, je voulais être transparence depuis l'âge de 4 ans, c'est-à-dire 30 bébés. Je voulais être wedding planner pour une clientèle aisée. À l'âge de 4 ans, tu voulais être wedding planner organisé? Ok. Et je me suis dit, faut faire ses rêves tout de suite. Donc, je vais le faire tout de suite. Et j'avais déjà en tête aussi de faire de la philosophie et de l'histoire de l'art, parce que j'ai été à 13 ans, très tôt. J'étais un fan de lecture et j'ai lu les BD de ma grand-mère, Astérix, Obélix, enfin les vieux trucs, Lucky Luke, voilà. J'ai tombé amoureux de la lecture. Je commençais à lire ensuite des romans un peu chair de poule, donc un peu Aurore pour ados. Et ensuite, j'ai trouvé, toujours chez ma grand-mère, à la recherche du temps perdu, du côté de chez Swann. Donc, j'ai lu ça, j'avais 13 ans. C'était un peu compliqué. Ah ouais, parce que c'est quand même... Je comprenais pas tout. Ouais, c'est pas forcément un livre adapté. C'est ça. Mais par contre, ça a été la révélation. Je suis tombée amoureux vraiment de Proust. Il y a des choses qui m'émeuvent
m'émouvait sans que je sache pourquoi. Je prenais des notes, je stabilotais, enfin j'étais à fond. Et j'ai lu récemment d'ailleurs un livre, petite parenthèse, d'un auteur que je ne connais pas, c'est un livre d'aéroport, Clara Lee Proust, et l'expérience de Clara était la mienne. Il faut que je contacte l'auteur. C'est vrai? Ouais, c'est remarquable. C'est similaire, tout pareil. Elle tombe amoureuse de Proust. Je ne connais pas. Qu'est-ce que ça raconte un peu ce livre? Le livre, c'est une dame, une jeune femme qui est coiffeuse dans une petite ville, une femme vraiment sans histoire, métro boulot dodo, et un jour elle achète, tout comme moi, elle achète un livre comme ça au hasard, c'est Proust, et elle n'arrive pas à s'en détacher, et elle finit par être contrice et experte puisqu'elle va se les avaler un à un et en faire son métier. Trop bien. Et moi vraiment, tout ce qu'elle dit, ce que je viens de dire là, je comprends pas tout, mais je suis activée par Proust, je suis amoureux, c'était vraiment mon expérience. Et donc malgré ça, j'ai quand même voulu faire un bac hôtellerie, puis gamin, je voulais être wedding planner. Pourquoi tu es trop orienté vers l'hôtellerie? Parce que wedding planner, on est d'accord que c'est pas du tout l'hôtellerie. On est obligé, pour faire un BTS événementiel, on est obligé de faire un bac pro ou un bac technologie, donc faire de l'hôtellerie-restauration. Ah, d'accord, je pense que c'était totalement Alors, je dis ça à l'époque, fait. je me suis pas renseignée maintenant, mais en tout cas à mon époque c'était comme ça, il fallait faire un bac pro ou un bac no, hôtellerie-restauration, donc on fait les trois, on fait toujours hôtellerie, restauration et cuisine. La première année, il n'y avait rien, on faisait les trois, et la deuxième année, on faisait 3 ans, on faisait aussi et on pouvait l'apprendre en spécialisation, on faisait aussi de la pâtisserie. Ouais, bien sûr, il y a une mention complémentaire. Bien sûr. Et donc moi j'avais pris juste hôtellerie-restauration, et lors du stage, je me suis rendu compte que c'était vraiment pas fait pour moi. Oui, j'étais pertinent, mais il n'y avait aucune volonté, ça m'ennuyait, non merci. Et puis c'est vrai que la restauration, c'est pas évident. Oui, et puis moi à l'époque, il y avait encore le SMIC hôtelier à 7,14 € de l'heure, tout le monde était payé plus sauf ce secteur d'activité. C'est encore aujourd'hui, c'est un métier qui a été valorisé, mais à l'époque c'était très ingrat, même si on était dans une clientèle luxueuse. Et très honnêtement, j'ai eu des remarques et des clients à ce restaurant qui m'ont dit non, je veux pas les avoir comme clients demain, s'ils sont déjà comme ça au resto, j'ose même pas imaginer le jour de leur mariage, donc non merci. Puis le déclic, ça a été en toute transparence le maître d'hôtel qui me dit on dirait moi quand j'étais jeune, et j'avais 15 ans, il y en avait 45, et ce monsieur qui était très gentil, n'avait pas de vie sociale, c'était métro boulot dodo par là, il travaillait dedans. Et le lendemain matin, j'ai fait un malaise parce que j'étais sous-alimentée, parce que je faisais moi-même métro boulot dodo, et j'ai dit non, je veux pas de cette vie-là, je veux pas de la vie de ce monsieur, non merci. J'ai appelé ma mère 2 jours avant la rentrée, maman j'arrête. Comment ça? Oui, je viens de faire un malaise, j'arrête, mais dans 2 jours c'est la rentrée, quel malaise, elle est hyper inquiète, qu'elle était ici à Lille. Bah ouais. Je rappelle que j'étais mineure quand même, donc j'ai dit non, j'arrête. Elle est venue me chercher, on a tout arrêté, et je me suis retrouvée du coup sans établissement scolaire. J'avais 16 ans effectivement, puisque je n'étais pas obligée d'être scolarisée. Ouais, à partir de 16 ans, ouais. Voilà, donc ça a été un peu compliqué, et surtout qu'au départ je visais que les écoles privées, parce que ma mère était convaincue par la qualité des écoles privées, et moi-même venant du Touquet, même si c'est public, ça reste malgré tout, on porte le costume, on se vous voit, et c'est une école professionnelle, donc on arrive là par choix, c'est sur dossier, donc il y a quand même un certain cadre qui n'est pas le même qu'une école obligatoire publique. Et j'avais donc du coup, et comme j'étais tombée amoureux de Proust, je me suis dit on va aller faire de la philo, mais il faut refaire un bac général, et que nous on peut pas rentrer à la fac avec ça. Donc j'avais 16 ans et demi ou 17 ans. Et du coup je fais la tournée des écoles publiques, plus de place, privées pardon, de classe. Il me fallait 2 ans d'attente. J'ai fait quoi pendant 2 ans? Et du coup j'ai une amie qui était en terminale et qui était au lycée Vandermeersch à Roubaix, et qui me dit et moi je voulais du coup faire histoire de l'art parce que je savais que je voulais faire ça à la fin. Et elle me dit si tu veux au lycée Maxence Vandermeersch à Roubaix, il y a de la place. Donc c'est comme ça que j'ai atterri au lycée Maxence Vandermeersch à Roubaix, qui est un très bon lycée. Et donc j'ai fait un bac L, puisqu'à l'époque un bac général en littérature avec option histoire de l'art. D'accord, ok. Et comment est-ce que là tu as appelé ta mère 2 jours après, comment est-ce qu'elle l'a pris, comment ça s'est passé? Et pour moi assez bien. Comment elle l'a pris, ma mère assez inquiète, ça reste une maman, j'avais 16 ans, elle apprend que je viens de faire un malaise, donc forcément en colère aussi contre l'établissement. Bien sûr. Puisque clairement je ne devais pas travailler autant d'heures, je ne devais pas travailler après 22 heures, j'étais mineur, voilà. Ils m'ont fait travailler comme si j'étais un employé langue
Bouddha. D'accord. Du coup, elle a quand même pris, elle n'a pas mal pris, au contraire, elle t'a compris, et elle t'a soutenu en fait. Oui. Je veux dire, malgré que tu étais loin, elle n'a pas resté butée justement en te forçant de continuer ou quoi que ce soit. Au contraire, elle a été 100% avec toi. Après, ma mère, c'est qu'elle a toujours su ce que je voulais très jeune, même sur mes choix d'études, donc elle savait que ça servait à rien de négocier aussi. Et puis voilà, j'ai fait ensuite bac L, très bien passé, et je suis allé tout naturellement à la fac avec ce par-ci. Et pourquoi histoire de l'art? Parce que pareil, c'est quelque chose qui m'animait. J'ai toujours été amoureux de l'art sous toutes ses formes, tout. J'écoute de la musique de Chopin au ballet de Tchaïkovski en passant là ce matin pour la musique par exemple, Jams tout à l'heure sur la route. Enfin, j'écoute vraiment tout. D'accord, ok. Je participe à tout événement culturel qui m'intéresse de près ou de loin. Ça peut être, comme j'ai dit, un ballet, comme de la danse de rue, du breakdance ou que c'est quoi. Ça m'intéresse vraiment à tout. D'accord, ok. Et pareil, je le dis, je le répète, quand on est jeune, on peut faire ce qu'on aime. On a cette chance-là en France. On n'est pas obligé d'aller travailler, on n'est pas obligé de nourrir sa famille, on n'est pas. Donc vraiment, mes choix ont été faits quand j'étais plus jeune et encore aujourd'hui par si je peux le faire et que j'aime, je le fais. Ouais, mais clairement, je vois totalement. Tu as réussi à intégrer ce lycée à Roubaix, donc ce qui t'a permis de passer un bac L avec Histoire de l'art. D'accord. Et ensuite, la fac, avec le parcours précédemment cité, de base chargé de projets culturels. Et je me suis heurté à quelque chose que je n'avais pas vu venir en toute transparence, c'était que la culture est fermée à ouvert, disons, à un certain milieu. Donc moi, quand je suis assez douée pour me faire un réseau, au bout d'un an, j'avais quand même un assez bon réseau, en sachant que j'étais même avant cela très active dans la culture. Donc j'étais bénévole dans des associations, je fréquentais les musées, je fréquentais les galeries d'art. Donc les gens étaient habitués aussi à me voir. Et en fait, comme je connaissais par exemple les adjoints à la culture ou que sais-je, je savais qu'il y avait un poste ouvert. Ah non, candidate pas, tu sais, c'est par exemple Anthony, le fils d'eux, qui a le poste, mais bon, on va faire des recrutements. Ouais, c'est compliqué voilà. Dans ce métier-là. J'ai ma sœur qui a fait un parcours Histoire de l'art. C'est pareil, pour trouver un métier là-dedans, c'est soit père piston, soit il faut partir loin en fait. C'est ça, ou soit c'est une précarité comme tu l'as dit, il faut partir loin parce que le musée de Narbonne vient d'ouvrir et ils vont recruter. Je tiens quand même à préciser que la culture, c'est un des rares secteurs d'activité, voire le seul, il faudrait que je me renseigne, à autoriser des CDD de 3 ans. Ouais, c'est ça. On marche sur la tête, mais bon, passons. Effectivement. Et à l'époque, j'avais 22 ou 23 ans, 24 ans, je ne sais plus très bien, mais en tout cas, c'est plus jeune qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai dû avoir 31 ans. Et je me suis dit, soit j'ai précarité et on verra demain, soit il me faut un plan B. Et comme j'ai fait que de la philo et d'histoire de l'art, à part être prof, je ne vois pas trop dans l'immédiat. Ouais, bien sûr. Et pourquoi l'informatique, justement? Parce que c'est un monde vraiment très à part, en fait. Eh bien, justement, je vais y répondre plus tard à ta question, si tu veux bien. Non, mais il n'y a pas de souci, on en parlera parce que les deux sont, la fin de parcours est liée. Et du coup, j'ai été contractuelle en tant que prof d'italien, puisque je parle italien, ayant des origines. Et je me suis rendu, ça c'était vraiment pour dire sans regret, je peux dire au revoir au métier, parce qu'au fond de moi, je savais que je ne voulais pas faire. Mais j'avais quand même un doute en me disant, et si c'était finalement le choix que tu fais pas dans ta vie et que tu devrais faire. Donc non, je passais plus de temps à gérer. J'ai travaillé avec des enfants à l'ITEP, j'ai travaillé avec des enfants au collège. C'est quelque chose qui me manque aujourd'hui. J'aime beaucoup travailler avec des enfants, à dimension sociale aussi et éducative. Par contre, gérer les parents, non. Donc j'ai abandonné cette idée-là pour ça. Et comme j'avais été amenée très jeune à recruter dans la culture, sur des postes bien spécifiques, des appels d'offres et tutti quanti, je me suis dit, attends Angelo, t'aimes bien recevoir des gens, t'aimes le contact, oui, le recrutement. Et du coup, je me suis dit, je vais faire ça. Comme j'accorde beaucoup d'importance aux études, je me sentais pas fait légitime. Donc j'ai fait une formation pour avoir un bac+2 en ressources humaines. Du coup, je l'ai passé chez Ifocop, centre de formation. Et c'est là où du coup l'informatique est arrivée. La responsable de M2I Formation, Maison internationale de l'informatique, centre de formation spécialisé en informatique, avait fait ses études elle-même chez Ifocop et tous les ans, elle contactait Ifocop pour les stages. Bien sûr. Et donc, moi, forcément, j'étais à la recherche d'un stage. Je tiens à préciser que c'était pendant la Covid, donc très compliqué. Je n'ai jamais cherché un poste de ma vie, même alimentaire. On est toujours venu me chercher. Une fois où j'étais amenée à chercher un travail, c'est pour un stage. Je trouve ça juste dingue. Et du coup, cette dame qui travaille dans l'informatique, elle dit ça vous dit de venir faire un stage chez nous pour la validation de votre formation et on vous prendrait par la suite
suite en CDI. J'ai pas réfléchi en toute transparence, c'est venu à moi, je dis oui, validation du stage, si ça me plaît pas, autant en profiter. L'informatique, j'irai ailleurs. Et pareil, là, j'étais lancée dans le grand bain, on m'a accueilli et 3-4 jours plus tard, je passais des entretiens de 8h à 10h toutes les 15 minutes pour un poste de technicien en assistance informatique. Voilà. D'accord. Et est-ce que tu avais le niveau à ce niveau-là? Parce que c'est pas quelque chose que tu avais spécialement l'habitude. Je travaillais comme un Chinois, 60 à 70 heures semaine. C'est ça. L'absence de connaissances que j'avais. Donc ça a été hyper formateur, beaucoup plus que toutes les écoles du monde, je pense. Après, moi, je dis toujours qu'un bon recruteur, c'est quelqu'un qui ne connaît pas le métier. Je pense paradoxalement que je sais mieux recruter. Je savais mieux recruter il y a 5 ans qu'aujourd'hui en informatique. Parce qu'on va passer par des schémas de connaissances qu'on va penser que l'autre a en utilisant tel ou tel mot, alors qu'à l'époque, comme j'étais une page vierge, vous pouvez m'en dire plus et je voyais très bien si la personne était capable de me parler ou pas de ses compétences. Mais ça, c'est une parenthèse. Et pourquoi je suis restée dans l'informatique? Après, j'ai eu d'autres expériences, mais pourquoi, pour répondre à ta question du coup, pourquoi l'informatique? Je me suis moi-même beaucoup posé la question. J'ai recruté sur d'autres secteurs d'activité en 50 ans, principalement le BTP, les métiers d'association, comptable, médecin, dans des cabinets privés ou des hôpitaux privés, juriste et tutti quanti. C'est que dans l'informatique, il y a quelque chose que j'ai pas retrouvé ailleurs. C'est que déjà il y a des profils ultra passionnés qui à l'âge de 3 ans démontent des ordinateurs, petit génie, et donc forcément leur histoire de vie est étroitement liée à leur histoire professionnelle, ce qui fait que chaque parcours est atypique, parcours est unique. On a une véritable échange avec les profils informatiques, là où les profils BTP sont beaucoup plus alignés, là où les profils experts comptables ou médecins, on n'arrive pas là par hasard, donc c'est plus ou moins le même parcours, et ça a été moins stimulant pour moi, donc raison pour laquelle j'œuvre pour encore et toujours, et je pense toute ma vie pour l'informatique. D'accord. Et aussi ce que j'aime dans l'informatique, c'est tellement un métier technique, exigeant, qui nécessite d'utiliser sa matière grise de puissance 10 000 et tout le temps, parce que les choses changent rapidement, et en fait de la philosophie, c'est un peu pareil aussi. Il faut aimer réfléchir et utiliser des concepts qu'on ne trouve pas dans l'usage courant. C'est sûr, quelques points de similitude en regardant comme ça. Quelle était ta journée type quand tu étais en entreprise? Alors là, il faut savoir que chez Facinity, ça ne change. Mes journées types ont changé, parce qu'aujourd'hui, je suis responsable et associé du cabinet, donc forcément, bien sûr, ça change. Mais du moins, quand j'étais salarié, il faut savoir qu'en recrutement, quand on parle de recrutement en cabinet, il y a 2 postes opérationnels. Ouais. Il y a les postes de chargé de recrutement et le poste de consultant. Forcément, j'ai fait les deux. Sur un poste de chargé de recrutement, on arrive le matin, on va checker l'ensemble de ses candidatures. On traite ces candidatures en sachant que dans l'informatique, aujourd'hui c'est en train de changer, mais il y en a moins de candidatures que dans d'autres secteurs d'activité. Et ensuite, on va regarder en fonction de sa stratégie j'emploie des mots compliqués, mais de sourcing. Je pense que ça doit parler à pas mal de gens. Mais est-ce que tu peux quand même l'expliquer? Ouais. Parce que tout le monde n'est pas forcément dans ce domaine. Donc si tu peux expliquer un peu, vulgariser un peu le terme de manière à ce que tout le monde comprenne. Ça marche. Du sourcing vient du verbe sourcer. Ça consiste à aller choisir un canal pour aller contacter ou identifier des candidats. D'accord. Donc en fonction de si on veut quelqu'un disponible tout de suite, si le poste est disponible sur le marché ou pas, parce que des fois il n'y en a pas, on va choisir tel ou tel canal. LinkedIn, ça peut être les CVTech publics, APEC, Pôle emploi ou que sais-je encore. Et ça, c'est principalement le gros de mes journées. Et une fois que le travail d'identification et de contact a été fait, on passe des entretiens. Et ça, c'est le métier de chargé de recrutement. C'est aussi le métier de chasseur de tête. Attention, parce que ce que tu m'expliques me fait penser un peu à ce domaine-là. Ça ressemble. Est-ce qu'il y a des différences entre ces deux métiers? Est-ce que tu peux m'expliquer un peu la différence entre ces deux? Bien sûr. Alors le commun des mortels ne fait aucune différence, même les experts de mon métier, entre un chargé de recrutement et un chasseur de tête. Liés, il y a des ressemblances. La différence, elle est la suivante, c'est qu'un chasseur de tête ne va pas faire d'approche directe. Il peut en faire, mais il va principalement pas en faire. Je m'explique. L'approche directe, c'est ce que je viens de citer en tant que chargé de recrutement. J'ai une plateforme, je vais identifier les profils, je les contacte en main. Ça, c'est de l'approche directe. Dans notre jargon, on va dire de la chasse, parce qu'il faut bien un terme. Ouais, bien sûr. Mais c'est pas de la chasse. La chasse, j'en ai fait dans un cabinet spécialisé de chasse de tête. C'est qu'on a un client, il sait pas ce qui se fait sur le marché, il souhaite
ça va être des métiers très ciblés, ça peut être des DG ou des métiers très pénuriques, conducteur par exemple, conducteur de travaux en maçonnerie historique, par exemple, pour la Notre-Dame. Bon. Et donc ça va être des gens où il y en a très peu sur le marché, donc t'as beau aller sur Pôle emploi, LinkedIn, ils y sont pas. Et il va falloir, en plus de l'aspect conseil qu'on apporte en entreprise, combien le rémunérer, ce font les sociétés concurrentes, enfin voilà, il y a un gros travail de conseil auprès de l'entreprise. Donc là, on n'est plus sur le chargé de recrutement, on est vraiment sur un consultant, chasseur de tête, avec le volet conseil. Et ensuite, on va aller faire une sorte de benchmark pour la société cliente de ce qu'il fait. Donc c'est en fonction des régions, c'est 1 à 3 mois, où on va lui dire quelles sont les sociétés concurrentes, combien il y a de personnes au sein de ces sociétés concurrentes, combien sont proposés les salaires et tutti quanti. Ensuite, le consultant chasseur de tête va proposer une stratégie de recrutement, généralement une chasse de tête, 1 ou 2 profils, pas plus, parce qu'on ne peut pas en espérer plus. Et ensuite, on va aller, déjà comment on a fait ce benchmark, soit de manière publique, parce que les informations publiques, soit en allant faire des scénarios, on ne va pas au paradis en faisant ça, auprès des sociétés concurrentes pour aller savoir combien, par exemple, il y a de associés au sein d'une boîte, combien il y a d'ingénieurs en automatisation sur telle ou telle technologie au sein de leur boîte. Et une fois qu'on sait ça, c'est pour ça que je dis, il ne va pas faire de l'approche directe principalement, parce que si on fait appel à lui, c'est parce que les profils ne sont pas sur LinkedIn, Pôle emploi ou des CVTech en tout genre. Et ensuite, il va de nouveau recontacter les entreprises pour avoir directement la personne en ligne et savoir si elle souhaite être débauchée. Et là, on est sur de la chasse de tête. Il faut savoir, France, il y a, alors j'ai plus de chiffres en tête, mais moins de 10% ou 10% grand max de consultants qui pratiquent encore de la chasse de tête. C'est ce que j'ai compris, que ça se fait peu. Voilà, je te demande parce que c'est vrai que ce que tu me racontes, ça me fait penser un peu à ce métier-là, qui est encore méconnu. Alors du coup, c'est pour ça que je voulais en savoir plus. Mais non, effectivement, distinction entre chasse de tête et consultant. Et le consultant va avoir, chasse de tête, chargé de recrutement et consultant. Le consultant peut faire de la chasse de tête, une fonction conseil en amont auprès. Et dans les cabinets de recrutement, la différence entre chargé de recrutement et consultant va résider dans le fait d'avoir un accès direct avec le client pour lui apporter conseil, pour lui apporter réponse. Et tu as fait ça, chargé de recrutement, pendant combien de temps? J'ai été chargé de recrutement un an et demi chez M2I, un peu moins parce que, on va dire 1 an et demi pour vulgariser, parce qu'il n'y avait pas de chasse, pas de conseil aux entreprises, puisque c'était des plans de formation. Chez Haro, pendant 2 ans. Pendant 2 ans? D'accord. 2-3 ans, et là ça fait 2 ans et demi où juste le volet conseil, puis chez Facinity. Facinity, c'est quoi? Tu es associé, c'est ça? Facinity, je suis salarié et associé. Tu es indépendant, mais rattaché je suis salarié et associé. D'accord, ok. Je suis salarié associé de chez Facinity. Au départ, ça a été créé par 3 personnes, c'est-à-dire que Olivier Verkemps, François Garmont-Prey et Pierre Hubert. Et ils ont eu une ESN pendant une dizaine d'années. Ils se sont éloignés un peu de leur métier, puisque leur ESN fonctionnait assez bien. Ils avaient des consultants partout en Europe. Et ils en avaient un peu marre de gérer l'administration du personnel. Et donc, ils ont tout liquidé. Ils se sont dit, nous, on en a marre, on va retourner à notre cœur de métier, qui est l'informatique. D'accord. Et quelques années plus tard, parce qu'ils ont le double de mon âge, ils ont dit, attends, ils ont des postes importants en tant que directeur de transition, et ils se sont dit, on va créer une boîte qui va permettre d'avoir un seul interlocuteur, en l'occurrence moi, pour l'ensemble des modalités contractuelles. C'est-à-dire que quand on est une grosse boîte qui recrute, on peut tantôt avoir besoin d'un CDI, changer, avoir besoin d'un indépendant ou passer par une stage. Et quand on est une grosse boîte, avec 50 interlocuteurs différents, 50 facturations différentes, on se retrouve en tant que directeur technique à finalement d'administration du personnel. Oui, clairement. Voilà. Donc ils se sont dit, on va créer une boîte qui va pouvoir répondre à l'ensemble de la demande, mais avec un interlocuteur unique. Et comme eux, ils souhaitaient pas s'éloigner de leur métier, ils ont créé Facinity avec la possibilité qu'une personne, à l'époque, ils savaient pas que ça allait être moi, puisse le faire. Donc ils étaient ouverts à tout, à un salarié, à un indépendant, à un associé, vraiment à tout. Et moi, j'avais été coopté par une connaissance professionnelle lorsqu'ils étaient en recherche. Et c'était il y a 2 ans et demi, donc j'avais 28 ans et demi. Comme je souhaite acheter dans ces prochaines années, c'était un peu trop risqué pour moi de me lancer en tant qu'indépendant. Et je leur ai dit, mais cette idée me tentait, dans un projet entrepreneurial, il fallait tout faire de zéro. J'ai dit que ça me tentait, mais que pour des raisons financières, c'était un peu compliqué. Et comme eux, ils avaient une réserve d'argent et qu'ils pouvaient proposer le CDI, ils me l'ont proposé. Le revers de la médaille, c'est qu'en toute transparence par rapport à la concurrence,
concurrence, c'est-à-dire salarié classique, je m'assois sur 15 à 20 000 euros de rémunération, mais d'un autre côté, j'ai un projet qui m'intéresse, dont je suis le porteur, et ça n'a pas de prix, ça a du sens pour moi, voilà. Et donc, c'est eux-mêmes ensuite qui m'ont d'abord salarié, et c'est eux-mêmes au bout de 1 à 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, qui m'ont fait la proposition d'être associé, donc aussi c'est une belle reconnaissance. Avoir un pourcentage, c'est quand même intéressant. Et donc aujourd'hui, Facinity couvre l'ensemble des modalités actuelles, CDI, portage salarial, émission de freelancing. On a plusieurs possibilités, c'est-à-dire que demain, on peut accompagner une entreprise qui a besoin de conseils pour recruter. Sur la partie production, j'ai besoin de trouver quelqu'un, donc on est là pour lui trouver. Mais tant sur la partie fiche de poste, on va l'aider à créer la fiche de poste, à savoir sur le marché, à quel prix, tout ce questionnement en amont qui est important, puisqu'un recrutement réussi, c'est au moins 50% de réflexion avant de chercher le candidat. Ah ouais, bien sûr. Et je vois plein d'entreprises qui disent oui, on ne sait pas trop. Oui, mais attendez, il faut savoir ça. C'est comme si demain on cherchait un meuble sans savoir ce qu'on voulait comme meuble. On peut passer sa vie à chercher. Oui, non, bien sûr. C'est la logique optimale pour tout en fait. Qui est-ce que tu accompagnes? Alors aujourd'hui, on accompagne en toute transparence. Notre volonté avait été au départ de développer la structure autour des indépendants, puisqu'on marge moins, mais c'est plus récurrent. Oui. Qu'un one shot en CDI, et de cibler les grands. Ça, c'était il y a 2 ans, notre première stratégie, qui a porté ses fruits la première année parce qu'on fonctionnait en réseau, donc très bien. Bien sûr. Seulement, notre réseau ne recrute pas des indépendants tous les 4 du mois. Voilà. Et aujourd'hui, on s'est rendu compte que en France, qui recrute principalement, c'est les TPE ou les PME, donc moins de 250 salariés, et sont ces entreprises, ces entreprises représentent source de l'APEC ou une dite de tête, je ne sais plus, mais l'information est publique, représente aujourd'hui 99% du marché, ce qui est énorme. Donc oui, les grands comptes vont recruter, mais ils seront peut-être les plus visibles, c'est important aussi de le souligner, mais ce seront ceux qui finalement sont moins nombreux. Donc on se ferme à un marché de l'emploi réel, là où les TPE, PME vont plutôt être sur de la partie CDI, pour internaliser, pour fidéliser, voilà. Donc on est en train de réorienter notre cible, aujourd'hui principalement viser les TPE et PME. Ça n'empêche qu'on peut s'adresser à tout type de structure, mais aujourd'hui c'est principalement là notre volonté de développement. Du coup, avec des prix qui sont essentiellement moindres, on va mettre en place, promouvoir aussi, faire en sorte à ce que chaque entreprise faire appel à nos services. On va mettre en place une CVTech. Pourquoi quelle sera la valeur de cette CVTech? C'est qu'elle sera qualifiée. Une CVTech, c'est quoi? Alors une CVTech, ça va être bibliothèque de CV, qui sera mis à jour tous les 3 mois. Parce qu'en tant qu'auteur ou dirigeant d'entreprise, oui, il y a l'APEC, il y a Pôle emploi, c'est très bien, mais je sais très bien que les fils ne sont pas mis à jour. C'est comme tout ce qui est Indeed, etc. C'est un site où justement tous les CV sont répertoriés. Exactement, ok. Justement pour être sûr de bien comprendre. Bien. Et l'idée, c'est de mettre en place une CVTech soit qualitatif. Donc les profils sont reçus et qualifiés par moi ou mon homologue Audrey Turbier, qui seront mis à jour tous les 3 mois en termes de disponibilité, de mobilité, de mission. Parce que je sais que quand on utilise Indeed ou Pôle emploi ou l'APEC, pour avoir 10 candidats, il faut 150 CV, parce qu'il y en a qui sont en reconversion, il y en a qui ont oublié de l'enlever et qui sont plus à l'écoute, il y en a, oui, ils sont à l'écoute, mais ils l'ont mis et depuis, ils se sont rendus compte qu'ils veulent 10 000 euros de plus. Enfin voilà, il y a toujours un quoi qui fait que... Il y a rien qui est à jour et du coup, il y a de la perte en fait. Perte de temps et d'argent. Oui, et puis même en tant que dans leur stockage ou quoi que ce soit, il y a des choses en trop qui ne servent strictement à rien en fait. C'est ça, il y a des CV qui ne sont pas pertinents, et donc si demain on ne fait pas appel à moi, on va prendre beaucoup de temps. La personne qui sera en charge du recrutement va prendre beaucoup de temps pour avoir des profils, des CV qualifiés, CVTech. Donc l'idée, c'est de proposer un outil gratuit, ce sera gratuit, pour avoir des CV qualifiés. Comme ça, les petites entreprises ou les moyennes entreprises pourront avoir accès à cette CVTech, et
l'idée étant s'il y a un profil qui match et puis voilà, de leur proposer effectivement mes services, mais avec un coût réduit, puisque moi, ça m'aura rien coûté, il n'y aura pas eu d'aspect conseil en amont pour le recrutement, vu qu'ils auraient juste rencontré le CV qui dort sur ma plateforme et puis basta. Donc ça permet de rendre mes services plus accessibles que les grands comptes. Le CVTech, c'est quelque chose que vous allez mettre en place prochainement ? Oui, prochainement. Je ne sais pas encore quand, il faut le développer, donc ça prend toujours un petit peu. Oui, mais je veux dire, ça peut être fin septembre, octobre, on espère que ce soit. Voilà. Alors, il se peut que le jour où vous regardez la vidéo, ça soit déjà fait. Ça soit déjà fait. Si tu as un lien à me partager dessus, le jour où il y aura la vidéo qui sera postée, si c'est fait, le lien sera dans la description. Ok, ça marche. Si tu le sinon, oui, avec plaisir. Voilà. Donc voilà, si le CVTech est sorti lors de la diffusion de la vidéo, le lien sera dans la description. Pour reprendre, du coup là tu me parlais du prochain projet de la boîte. Maintenant vu que tu me parles déjà des projets de la boîte, est-ce que tu as des anecdotes à me raconter, alors que ça soit sur la boîte actuelle ou dans les anciennes boîtes, mais quelque chose qui m'a raconté une anecdote positive ou négative, mais qui toi t'a profondément inspiré ou t'as vu que t'as pu. Comment améliorer ton travail ou comment améliorer les choses? Alors, du coup, il y a deux choses. Est-ce que je donne une anecdote ou un axe d'amélioration Tu peux déjà donner une anecdote si t'en as une. Ok, j'en ai plein dans le recrutement. Une qui t'a particulièrement marqué. Il y en a une, c'était chez M2I, il y avait une candidate, on l'a eu en formation. Bon, elle a eu son diplôme et puis après, elle manquait de projet professionnel, donc forcément, on ne la rend pas pour les prochaines formations, puisque l'idée, c'est quand même de se former et de se réinsérer sur l'emploi. D'accord. Et donc, je ne lui dirai pas son nom, mais elle candidatait à tout et n'importe où, d'accord, mais surtout n'importe quoi. Donc, et c'est moi-même qui gérais les candidatures, elle me connaissait, on avait échangé plein de fois ensemble pour lui dire pourquoi on ne la prenait pas, et lors de notre dernier échange, je lui avais bien dit que maintenant, comme elle manquait de projet professionnel, on lui dirait spontanément non, sans motiver le refus, parce qu'on estimait que ça avait été fait. Et un jour, et donc il y avait une adresse mail perso, la mienne, et une adresse générique contact M2I, et on gérait les candidatures sur l'adresse mail contact. Ouais. Et donc forcément, je lui envoie un mail de refus, mais classique pour le coup, volontairement, sans personnaliser. Et puis elle m'envoie un message, vous êtes raciste, vous dites non sans motiver votre refus. Elle était d'origine et de couleur. Elle dit parce que je suis noire, vous allez brûler tous en enfer, mangez vos morts, enfin d'une violence, très bien. Et elle finit à la fin, mais si vous souhaitez revenir sur votre décision et échanger avec moi dans le cadre de mon projet professionnel, je suis à l'écoute. Ok. Forcément, c'est moi qui tombe sur le mail, mais ça ne le sait pas, donc je l'appelle. Je dis oui, madame machin, oui, comment vous allez, nana, charmante. Hein. Je dis écoutez, très bien, jusqu'à temps à ce que je lise votre mail. Elle me dit mais quel mail? J'ai le mail que vous avez envoyé à M2I, c'est moi qui traite les mails et qui traite le projet, donc forcément je tombe dessus. Ah, je savais pas que c'était vous, parce que si c'était vous, je l'aurais pas écrit. Mais bon, mais sachez que mes collègues sont pas racistes, parce que je vous ai expliqué pourquoi on vous prenait pas en entretien. Excusez-moi, ça se produira plus, bonne journée. Tu penses que ça s'est arrêté là? Bien sûr que non. Non. Quelques mois, c'est cool, et un jour, je vois un CV, le nom, prénom, rien à voir avec la dame en question, mais comme je la connaissais bien, que j'avais échangé avec elle pendant un an ou un an et demi, voire 2 ans, pendant un an. Je notais, je pressentais que c'était elle dans la manière dont c'était écrit, dans l'utilisation des couleurs. Ça me rappelait ces CV ou ces lettres de motivation. C'est bizarre, le nom, prénom, c'est pas elle, le numéro de téléphone, c'est pas elle, l'adresse, rien qui. Dans ma tête, je me dis non, elle t'a tellement traumatisé que tu fais un film, c'est pas possible. Comme elle correspondait aux critères de sélection pour la formation, le parcours professionnel ne correspondait pas, enfin rien. Sur le papier, c'était une note. Bon, j'accepte. Arrive le moment de la conférence, de l'entretien en visio, la caméra est éteinte. Je dis madame, il faut peut-être activer la caméra, parce que quand même, c'est la moindre des choses. Et je ne voyais que le lustre et le haut de son front. Et je dis c'est bizarre, les cheveux et le lustre, ça me dit quelque chose. Je dis vous pouvez abaisser un peu
d'abord, non, pardon, j'ose pas lui demander de abaisser son écran parce qu'elle se présente. Et là, je la coupe et je dis, alors vous pouvez abaisser votre écran. Je dis, je crois que vous êtes Madame Machin. Et là, elle remet l'écran normal. Je vois que c'est bien elle. Elle se marre puissance 10 000 pendant 2 minutes. Et je dis, mais je comprends pas. Et là, elle me sort une histoire rocambolesque. Oui, c'est parce que je savais que si je mentais pas sur mon CV, vous allez pas me prendre. Mais je veux vraiment la formation. On allait bien vous voir un jour en physique. Bien sûr. Ça allait passer. Non, mais bon, on sait jamais. Et elle avait elle avait donné le numéro, sans doute de sa fille, j'en sais rien, je connais pas ça. Mais en tout cas, un faux numéro, une faux pas professionnel, un faux CV, elle s'est donné du mal. Au moins, elle a été inventive. Ah là, et déterminée, parce que. Bien sûr. Hein, Mais voilà, mais la petite anecdote jusqu'au bout, quoi. D'accord. Au moins, c'est ça. Elle a osé, elle a tenté. Ça a été audacieux de sa part. Ah oui, très audacieux là, pour le coup. Est-ce que tu as un axe d'amélioration auquel tu Par rapport à mon parcours ou à la fonction par rapport à ton parcours, tout simplement. Qu'est-ce que tu as appris et quelque chose que tu peux améliorer ou tu as fait en sorte d'améliorer tout simplement? Alors, moi je suis pas de formation commerciale, c'est important de souligner. Donc des fois je me fais pas trop confiance sur l'aspect commercial, type des appels à froid, comment relancer, comment présenter. Ouais, je vois. Et ça fait 1 an chez Facinity, enfin 1 an, 2 ans maintenant, pardon, où j'ai pas le choix, je le fais. Et donc du coup, je me suis nourrie de conseils, de formations gratuites ou même payantes. Enfin voilà, je me nourris de plein de choses. Aujourd'hui, Facinity m'a permis de monter en compétence ce volet commercial que ma fonction impose et que mon statut impose. Puisque je suis le seul opérationnel dans la boîte, c'est important de le souligner. Et s'il y a bien un axe d'amélioration que je souhaite d'ailleurs je vais me former prochainement avec un indépendant là-dessus, c'est sur l'automatisation du canal de commande, parce qu'aujourd'hui je fais un peu tout à la main, les relances, les machins, et ça je souhaite l'automatiser, donc je vais faire une formation là-dessus sur comment identifier de nouveaux prospects de manière automatique et comment les entrer en contact avec. Quels sont tes projets pour l'avenir? Quelles sont tes ambitions dans les 3 à 5 prochaines années? Eh bien écoute, dans mes 3 à 5 prochaines années, la première chose c'est quand même de développer Facinity. On a eu en transparence une très belle année qui est par mon arrivée. On a fait j'ai fait 9 placements, ce qui en moyenne c'est à 9 placements à l'année, donc ça fait de moi. On a réinjecté l'argent, mais le contexte économique et social n'a pas joué en notre faveur, et c'est tout aussi qu'on a épuisé notre stock de réseau. J'aurais dû réfléchir à une autre stratégie commerciale que le réseau. Donc cette année on a fait beaucoup moins, mais on n'a pas perdu d'argent. On a limité, disons, la casse, qu'on a eu des consultants de placés en indépendant, donc c'est régulier. Donc mon objectif c'est de continuer à développer Facinity, de faire en sorte que Facinity arrive à avoir clients, soit leur réseau. Enfin, déjà ça c'est important, parce qu'aujourd'hui on fonctionne beaucoup en réseau, mais on est prisonnier aussi de ce fonctionnement. Une fois qu'on l'a épuisé, qu'est-ce qu'on en fait? Donc ça c'est le premier point. On n'a pas pour vocation, mes associés et moi, à ce que Facinity devienne Manpower Ace, parce que l'idée c'est vraiment d'avoir un interlocuteur unique, de la proximité, de l'efficacité, réussir à rebondir, à travailler en urgence. Les grands cabinets où ils font semblant de savoir le faire, ça se voit assez vite. L'avantage par contre c'est qu'ils sont nombreux, ils peuvent très vite donner le change, vraiment un avantage. Moi j'ai toujours qu'on a les faiblesses de nos forces, qu'on peut fonctionner dans l'urgence, je sais faire, on peut promouvoir la proximité des filles parce qu'on est justement peu nombreux, et ça c'est important. En tout cas j'espère pouvoir demain étoffer l'offre de Facinity, enfin avoir un premier client, des clients d'une manière majoritaire qui soient hors de notre réseau. C'est le premier point, donc développer toute une acquisition de leads et de communication dans l'offre commerciale. Le deuxième point, c'est d'étoffer notre offre de service, notamment avec, même si c'est gratuit, ça a de l'importance, avec la CV qui sera mise en place, et aussi peut-être une offre RH externalisée à destination des ESN aurait davantage dû y réfléchir. D'accord, ok. Alors, comment est-ce qu'on peut te retrouver? Déjà, moi-même sur LinkedIn, puisque Facinity, Angelo, ça ne fait qu'un. Donc, si vous mettez Angelo, vous allez me retrouver sur LinkedIn. En tapant Facinity sur Google, il y a un site, il y a la page Google. Ok. Google, Angelo ou Facinity, les deux ça marche. LinkedIn. Ok, et peut-être même le CVTech. Et très prochainement la CVTech. Ok. Écoute Angelo, je te remercie de passer nous parler
nous parler de ton activité. Ça nous a permis de mieux comprendre quelle est ton activité, ton histoire, ton parcours. Encore une fois, je vais mettre tous les liens de Angelo dans la description. Donc vous pourrez facilement le retrouver pour lui parler ou pour collaborer avec lui. C'était un nouvel épisode d'Horizon Podcast. C'est produit par Horizon Capture. Notre mission, donner de la visibilité aux entrepreneurs et booster leur crédibilité grâce à l'image. Si tu veux soutenir l'aventure, abonne-toi, like et partage. C'est ce qui nous permet de continuer à donner la parole à ceux qui font bouger la métropole lilloise. Tu veux encore plus d'histoires inspirantes? Tous les épisodes sont disponibles sur YouTube et toutes les plateformes d'écoute. Et si tu veux également raconter ton histoire ici, écris-moi à hello@horizoncapture.fr où tu peux scanner directement le QR code à l'écran pour accéder à nos coordonnées et à notre site internet. À très vite pour une nouvelle histoire.